merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 3 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la saison de pluie en cours au Niger où d'importantes précipitations ont été enregistrées et elles sont en train d'être enregistrées sur l'ensemble du territoire national. La nuit dernière aussi a été très riche en activités orageuses sur l'ensemble du territoire national et particulièrement ici à Niamey. Et les prévisions de la météorologie nationale annoncent aussi d'importantes précipitations au cours de ce mois de septembre comme il en est le cas pour le mois passé. Précision avec Ousmane Bawa, responsable de la division prévision de la météorologie nationale. Pour fin août, on voit très bien que du 27 au 2 septembre, nous avons cette bande verte sur la bande agricole qui montre qu'elle sera quand même une semaine quand même pluvieuse sur le pays, le début du mois de septembre. Et la deuxième décade du mois de septembre, à partir du 10, on a quand même une accalmie. On voit très bien que nous avons une situation neutre ici, donc on aura une accalmie. Mais on se rappelle toujours de notre prévision d'avril 2025 où nous avons prévu une fin de saison tardive. Une fin de saison tardive, c'est-à-dire que on peut, en fonction de localité, que ce soit la partie ouest ou est ou centre du pays, la saison d'hivernage va aller jusqu'en fin septembre, début octobre sur plusieurs localités du pays. Et nous avons prévu aussi des séquences sèches parce que c'est cela aussi, ça veut dire des séquences sèches, c'est-à-dire c'est des pauses pluviométriques en fin de saison. Et elles sont quand même, nous avons prévu des pauses pluviométriques assez courtes en fin de saison. Donc c'est déjà une très bonne chose pour les cultivateurs. Si la pluie peut aller au-delà du mois de septembre et le début du mois d'octobre, c'est une très bonne chose. Déjà, il y a plusieurs cultures qui sont à un processus de maturation, de lévé-maturation. Je pense on pense très bien que si la saison peut s'étendre jusqu'en fin octobre, le rendement sera meilleur que celui des années antérieures. Ousmane Bawa, responsable du service prévision de la météorologie nationale, qui parlait donc de la situation météorologique caractérisée par notamment des pluies qui sont annoncées courant ce mois de septembre. Lancement officiel ce mercredi dans la matinée à l'hôtel Bravia de Niamey du programme 2025-2028 de l'ONG Suisse Aide Niger, une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs invités, parmi lesquels le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur. Faisons le point avec Boubacar Ibrahim et Cheb Guissou. Présidé par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, cette cérémonie, objet de lancement officiel du programme PI 2025-2028 du Sud-Sud Niger et à laquelle a pris part des partenaires, du gouverneur de la région haute, des responsables des communes, départements et régions concernés, marque la réaffirmation de l'engagement de la dite ONG internationale aux côtés de l'État du Niger. Dans l'allocution qu'il a prononcée après le mot de bienvenue du gouverneur de Niamey, le représentant pays du Sud-Sud n'a pas manqué de préciser les communes et le nombre de ménages qui en seront concernés par le dit programme. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement officiel du programme PI 2025-2028 qui succède à celui de la période 2019-2024. Ce nouveau programme est en parfaite cohérence avec les priorités nationales, notamment les axes 3 et 4 de la vision de son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, chef de l'État. Il concernera 8 communes et accompagnera plus de 8000 ménages dans les régions de Dosso et Tillabéri. Il s'inscrit dans une dynamique de continuité, de consolidation des acquis, mais surtout de renforcement de la résilience communautaire à travers les axes suivants. L'accès à l'eau potable, car chaque goutte d'eau propre est une sémence de santé plantée. La souveraineté alimentaire, car se nourrir par ses propres moyens, c'est conquérir à la fois la liberté et la souveraineté. La gestion durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement, car préserver la nature, c'est écrire une promesse à ceux qui naîtront demain. L'autonomisation de la femme, car on a l'habitude de dire, là où la femme est debout, la misère plie genoux.
Enfin, le soutien aux populations dans les cas d'urgence et de catastrophe. Notre engagement pour l'agroécologie irrigue tous ces axes, car l'agroécologie est bien plus qu'une méthode, c'est une école. Une école qui nous enseigne à nourrir sans détruire, à produire sans empoisonner et à respecter la vie en cultivant la terre. La concrétisation de notre engagement pour la mise en œuvre de ce programme pays se traduit par le lancement de 2 projets. La phase 3 du projet d'appui à la production et la commercialisation de l'oignon blanc de Skoukoutan, projet qui n'est plus à présenter. Le projet Weibre Mazada, qui lutte contre les violences basées sur le genre et promet l'autonomisation de la femme dans la commune de Dantiandou. Et élaboré sur la base du programme 2019-2024, le tout nouveau programme objet de lancement cadre parfaitement avec les priorités nationales, indique le secrétaire général du ministère de l'Intérieur dans son discours officiel de lancement, discours dans lequel il a au passage salué l'engagement de l'équipe du bureau SUICED Niger. Après 51 ans de présence au Niger et au regard des résultats tangibles obtenus, SUICED est devenu un acteur et un partenaire actif et engagé de par sa contribution dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Ces interventions touchent principalement les domaines suivants: l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, la souveraineté alimentaire, la gestion durable des ressources naturelles et l'autonomisation de la femme, piliers indispensables de tout développement inclusif et durable. Ce nouveau cadre stratégique s'inscrit dans une dynamique de continuité et de consolidation du programme pays 2019-2024. Il illustre l'approche constructive de SUICED qui vise à prendre en compte les priorités nationales et à renforcer sa collaboration avec les autorités de tutelle, les services techniques de l'État et les collectivités locales. Du reste, cette approche cadre avec les objectifs de la lettre de mission assignée au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, qui appelle à un meilleur cadrage et à une coordination renforcée des interventions des ONG au Niger. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de notre pays, adresser mes remerciements et encouragements à l'équipe de SUICED pour la rigueur, le professionnalisme et la qualité du travail qui ont permis d'aboutir à ce programme ambitieux qui vous sera présenté. Ainsi, après la diffusion d'un film documentaire sur les activités menées, c'est par la visite de l'exposition des produits issus de l'accompagnement de l'ONG et SUICED qu'a pris fin la cérémonie. Le Niger dispose désormais d'un observatoire national de la communication ONC qui a pour mission de réguler le secteur de la presse nigérienne. Il a été créé par une ordonnance signée par le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, le 1er septembre 2025. À la tête de cette institution, Ibrahim Manzo Diallo, un homme du secteur de la presse vivement apprécié par les professionnels des médias. Après le président du Cap Média Niger hier, aujourd'hui nous proposons la réaction du secrétaire général de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI. Manzo Ibrahim. Il est très disponible. Ibrahim Manzo, c'est quelqu'un qui est très dégourdi. Il a les outils qu'il faut pour faire le travail. Il a une solide formation qui lui permet de bien faire le travail. Il a les qualités humaines qu'il faut pour rassembler tous les journalistes autour de lui et faire le travail qu'on lui demande. Il a aussi le soutien de l'essentiel de la presse, pour ne pas dire l'unanimité de la presse. Je pense que c'est un bon choix et nous allons l'accompagner à faire le travail puisque nous sommes déjà dans la logique de la refondation, nous sommes pleinement impliqués. L'ANEPI a donné la preuve de son soutien ferme au régime pour les réformes en cours. Donc nous sommes de cœur avec mon homonyme et nous allons vraiment l'accompagner. Oui, nos attentes sont simples. Il y a un comité qui a été mis en place par le Premier ministre, son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen,
qui a été installé, qui a fait un travail d'1 mois sur l'ensemble des problèmes de la presse écrite. Nous avons fait un tour d'horizon et il y a déjà des acquis de ce comité, des travaux de ce comité-là, comme par exemple une totale remise des impôts pour tous les produits de la production de la presse, particulièrement ceux de la presse écrite. Et je pense que ces mesures, ce sont des mesures incitatives. Il y a un allègement des impôts, il y a toute une batterie de mesures qui ont été prises pour soulager les difficultés financières, les difficultés matérielles et les difficultés de l'accès à l'information pour l'ensemble de la presse écrite et audiovisuelle. Et nous pensons que si l'on continue dans cette lancée-là, et vraiment sur une brève échéance, nous allons aboutir à une presse saine, une presse mieux formée, une presse qui a accès à l'information et qui travaille dans la transparence et qui positive, qui lutte pour les intérêts supérieurs du peuple nigérien. Je pense que c'est un travail remarquable qui a été fait d'avoir choisi mon homonyme Ibrahim Manzo Jallo. C'est vraiment une vision politique assez claire. Et le CNSP a une vision politique assez claire et pertinente qui permet d'aller de l'avant dans la résolution des problèmes qui sont devant nous. L'affaire de port des sabots donc, aux véhicules ici au niveau de Niamey, la capitale, reste toujours au cœur de l'actualité. Cette affaire, donc, elle est contestée par les usagers, comme vous le savez, et même les syndicats du secteur des transports urbains. Idem pour l'acteur de la société civile nigérienne, Elaï Salissou Amadou, qui estime que le moment n'est pas propice pour appliquer cette nouvelle mesure et par conséquent, il demande aux autorités de revenir sur cette décision dans l'intérêt général. On l'écoute. Quelle est la preuve que cette société a fait preuve de bonne conduite? Quelles que soient les explications ou les références qu'on peut donner, dans un moment si difficile et dans un moment où tout le monde a la main sur la tête, dans un moment où tout le monde ne savait pas où mettre la tête, est-ce que tout simplement les gens ont réfléchi à tout ça là pour mettre en action cette activité, cette nouvelle société qui met mal à l'aise la population nigérienne ou bien la population du Niamey? Mais est-ce que ça veut dire qu'on a respecté les lois et règlements en vigueur? Nous, à notre niveau, quand on parle de refondation, c'est une nouvelle démarche, c'est une nouvelle vision. Avec le président qui était venu, le président Tani, il avait dit qu'en fait, il a souligné un certain nombre de choses que nous avons déjà mis en exergue et que nous avons souligné ça avec un brique rouge. C'est dans ce cadre qu'il y avait ce élan de solidarité autour du pouvoir en place. Est-ce qu'on rend service au pouvoir en place en prenant de tels actes? Est-ce que le moment est opportun dans la mesure où toutes les rues, aujourd'hui les voies sont saturées? Aujourd'hui, l'un des sérieux problèmes, d'abord de canalisation à Niamey. Même les piétons ont des difficultés de traverser, à plus forte raison ceux qui ont des véhicules qui sont trempés aujourd'hui de part et d'autre. Les gens se mettent de côté sans pour autant réfléchir. Ça veut dire que tout est permis? Non, pas du tout. Tout n'est pas permis. Moi, je pense que ça veut dire qu'avec la conduite éclairée du président, on va revenir là-dessus. Je pense qu'on fait un acte d'une bonne gouvernance pour la population. Et la population, tout bord confondu, ont rejeté cette façon de faire. Le cri de cœur de la population doit être attendu comme tel. Mais je me demande comment les gens ont réfléchi pour dire que on va mettre 115 000 francs parce que tout simplement tu as mal garé. Comment tu peux comprendre ça? Est-ce que ça n'a pas de sens? Toute la population est contre ça. Les gens qui ont mis ça là doivent revenir là-dessus. Si l'économie va, tout va. Mais l'économie ne va pas aujourd'hui. Donc, qu'allons-nous faire? Donc, c'est de s'asseoir et chercher ici, il reste par rapport aux problèmes posés. Place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Elle porte cette semaine sur le thème « L'action en justice ». C'est un thème abordé par le juriste Emmanuel Alfred, il est également président du Raza Presse. Très bonne réception. L'action en justice est un droit qui est ouvert à
tout citoyen. Et l'action en justice est encadrée par un certain nombre de normes. Certes, les lois de la République donnent la possibilité à chaque citoyen de porter sa cause devant la justice. Mais sauf que il y a un certain nombre de conditions qui doivent encadrer cette action en justice. Si l'action en justice n'est pas encadrée, vous allez voir que le bureau du juge sera saturé par tout type d'action qui, à la limite, vont excéder ou bien vont, si vous voulez, devenir à la limite un abus. Et donc, pour éviter l'abus des citoyens, on a encadré l'action en justice. Il a été mis des garde-fous et des conditions selon lesquelles le citoyen peut porter une cause devant une juridiction. Et c'est ce que nous allons voir dans ce numéro. Ainsi, au terme de l'article 11 de la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Donc, vous voyez ici, sur la base de cette disposition, que l'action en justice, c'est ce processus-là qui vous conduit tout simplement à saisir un juge pour lui soumettre une prétention. Dans bien de cas, les parties protagonistes estiment chacune pour sa part qu'elle a raison. Mais il revient au juge praticien du droit, selon les circonstances, d'étudier le dossier et de lui appliquer ou d'appliquer le droit aux faits. Donc, l'auteur d'une action en justice ne fait que porter une prétention devant un juge. Le traitement de cette prétention-là est de l'apanage du juge en tant que praticien du droit. Il revient au juge de dire cette action fondée ou mal fondée en droit. Maintenant, qu'en est-il de l'adversaire? Puisque dans un litige, vous avez deux parties. Vous avez une partie qui estime qu'elle a raison, ou une partie qui est assignée ou qui est convoquée, mais vous avez également la partie défenderesse, celle contre laquelle l'action est exercée. Donc cette partie est appelée à se défendre. Et donc, pour cette partie qu'on appelle l'adversaire, l'action, c'est le droit de discuter du bien fondé de cette prétention. L'auteur de prétention saisit la justice pour qu'elle puisse se prononcer sur le bien fondé de sa prétention. Mais pour l'adversaire ou le défendeur, l'action, cette fois-ci, c'est son droit de discuter du bien fondé de cette prétention. L'article 12 dispose pour sa part que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Parce que quand un procès est engagé devant la justice, vous avez des personnes, bien que n'étant pas parties au procès, peuvent avoir un intérêt dans ce litige qui est ouvert. Je prends un exemple. X vend une maison à B. Maintenant, après, B ayant acheté la maison, n'est toujours pas entré en possession de la maison, de l'immeuble en question, ou bien est victime de troubles de jouissance après achat. Donc ici, vous avez un litige entre X et B. Mais il se trouve que C, qui n'est pas partie à ce contrat, a été celle qui a vendu la maison à X qui l'a vendue à B. Donc, vous voyez ici, C n'étant pas partie à ce litige, puisqu'il y a un litige qui concerne les deux parties et qu'il y a une remise en cause de cette vente que C a fait, eh bien, C a un intérêt ici dans ce litige parce que tôt ou tard, elle peut être assignée dans une sorte d'intervention dans ce procès. Donc, la justice fonctionne de cette manière. Tous ceux qui ont un intérêt dans un litige, eh bien, sont appelés à faire entendre leur cause ou leur prétention devant un juge qui est appelé à discuter ou bien à dire cette prétention fondée ou mal fondée. Donc, en ce sens, pour agir en justice,
il faudrait qu'il y ait un intérêt. Si vous n'avez pas d'intérêt dans le dossier, le juge ne peut pas recevoir votre action. Donc, il faut avoir un intérêt pour agir. C'est en ce sens que, pour l'adversaire, l'action, c'est le droit de discuter du bien fondé de la présomption. Et, au terme de l'article 12, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime. Il ne suffit pas d'avoir un intérêt, mais encore qu'il faut que cet intérêt-là soit un intérêt légitime pour qu'il puisse conduire au succès de votre prétention. Sinon, cela va conduire à un rejet de votre prétention. Mais il y a encore une réserve. Sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou de défendre un intérêt déterminé. Il y a des cas dans lesquels la loi a donné compétence spécifiquement à un certain nombre de personnes pour agir. Si vous prenez un exemple, la filiation entre père et fils. Là, c'est une action entre père et fils. Quand il y a une situation entre les deux, au nom de la filiation, il revient soit au père ou au fils, ici, d'intervenir dans ce dossier. Mais il y a des dossiers dans lesquels tout le monde peut avoir intérêt. Donc, dans ce genre de dossier, la loi ouvre la voie à tout intéressé d'intervenir. Mais par contre, il y a des dossiers dans lesquels c'est seulement ceux qui ont un intérêt, ou bien c'est un certain nombre de personnes seulement qui sont qualifiées par la loi. C'est la loi qui dit c'est telle et telle personne seulement qui sont habilitées à agir dans ce dossier. Pas tout le monde. Et par contre, il y a des dossiers dans lesquels toute personne ayant un intérêt peut agir. Donc, la loi dit que sous réserve de ces cas-là où la loi prévoit que certaines personnes, dans les autres matières ou dans les autres domaines, les autres personnes peuvent intervenir parce qu'elles ont un intérêt. Donc, pour dire tout simplement que les citoyens ont le droit d'accès ou ont le droit de faire une action en justice, mais l'action en justice doit revêtir un certain nombre de caractères, doit être ouverte à ceux-là qui ont un intérêt, à ceux-là qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention. Alors, au terme de l'article 13, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Si vous agissez alors que vous n'avez pas le droit d'agir, le juge ne va pas recevoir votre requête. Ou si vous agissez contre une personne au terme de cette disposition qui n'a pas le droit d'agir, eh bien cette action ou cette prétention sera irrecevable. L'action se prescrit suivant ici les distinctions prévues par le Code civil ou par la loi. Et l'action malicieuse, vexatoire, dilatoire ou qui n'est pas fondée sur des moyens sérieux constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de la résistance abusive à une action bien fondée. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Vous avez certes le droit de saisir la justice dans une affaire dans laquelle vous avez intérêt. Mais attention, cette action, si le juge constate que vous exercez, ou bien dans l'exercice même de ce droit-là, vous exercez une action malicieuse, une action vexatoire ou dilatoire, parce qu'il y a des gens, dans un procès, ils tirent, ils essaient de gagner du temps. C'est une action dilatoire. Ou bien une action malicieuse. C'est-à-dire on use de la mauvaise foi dans le procès. Et bien sûr, le juge constate cela, il peut vous condamner à des dommages-intérêts parce que cela peut amener une réparation pour votre adversaire dans le cadre du procès. Il en est de même de la résistance abusive parce que vous allez voir, dans un procès, deux parties protagonistes. Vous savez pertinemment que vous n'avez pas raison dans le dossier. Vous savez pertinemment que vous êtes débiteur, vous devez la créance, vous devez la dette. Mais vous résistez abusivement, vous résistez sans cause ou sans raison. Donc si le juge constate une résistance abusive à une action pourtant bien fondée, eh bien le juge peut donner des dommages intérêts à votre adversaire pour tout simplement réparer le préjudice que vous causez. C'est pourquoi vous allez voir, dans certaines procédures ouvertement abusives, eh bien, une autre partie peut vous poursuivre pour procédure abusive. Et en ce sens, si le juge constate qu'effectivement, il y a une procédure abusive et vexatoire, eh bien, il peut vous condamner à une réparation. Donc, l'action en justice est certes ouverte, mais nous devons faire attention parce qu'elle est encadrée par des conditions
par des normes, parce que le juge, il est appelé à dire le droit en tranché entre les parties. Mais si vous utilisez mal ce droit qui vous est ouvert, eh bien ce droit il peut également se retourner contre vous.